Dans cette campagne, mon seul souci, c'est de permettre le rassemblement. Notre pays ne va pas bien, en particulier parce que la gestion du pouvoir actuel a été une gestion solitaire, arrogante, péremptoire. La France n'est pas grande quand elle est solitaire, elle n'est pas forte si elle est arrogante. Je suis déterminé à être le président d'une France réconciliée. Je respecterai les Français et je ferai respecter la France. Je dirais qu'il incarne une certaine France qui me plaît bien, c'est-à-dire une France qui est calme, qui est sereine. Avoir un candidat qui est resté dans notre famille politique, c'est très important. Les militants, ça leur fait chaud au cœur. Michel Barnier, c'est l'expérience, le plus beau CV de la République, et il reste ouvert aux idées neuves que nous, les jeunes, on peut lui apporter. Je crois au projet, je crois à l'homme, et je suis prêt aujourd'hui à donner 1 an de scolarité pour qu'il puisse gagner. Parce qu'après, 1 an de scolarité, ça se rattrape. 5 ans d'Emmanuel Macron, ça se rattrape moins quand même. Bien, cher Michel. Alors, je ne sais pas si tu veux le micro ou le pupitre. Ça commence bien. Chers amis et chers compagnons, bonjour. Et merci et de votre présence et de votre attention. Je suis pour beaucoup de raisons très heureux d'être là et de vous saluer dans la diversité des départements que vous représentez, du nord au sud de la France, de l'est à l'ouest, passant par la Savoie évidemment, de la Corse, de nos territoires d'outre-mer, et je pense en particulier aujourd'hui et pour les jours qui viennent à la Nouvelle-Calédonie, et éventuellement des Français de l'étranger qui sont 3,5 millions, nous ne les oublions pas. Vous avez des convictions, nous avons des convictions, nous avons l'amour de notre pays ancré au plus profond de notre cœur, et vous êtes là, vous avez toujours été là, car l'enjeu qui mobilise notre mouvement, comme l'ont dit à l'instant Christian Jacob et Annie Genevard, c'est un enjeu capital pour l'avenir de notre pays. Et moi, je voudrais aussi vous remercier très personnellement de l'accueil que j'ai reçu et que je reçois dans chacune des fédérations où je peux aller, des présidents de départements, des secrétaires départementaux, des conseillers fédéraux, des militants et des jeunes républicains en particulier. Je voudrais aussi dire un mot de remerciement à Christian Jacob. Malgré les défections, malgré les trahisons, malgré ceux qui voulaient en finir avec les Républicains au motif que nous étions trop à droite, il a mis son énergie, sa mobilité, sa solidité, sa ténacité, son opiniâtreté d'agriculteur au service de notre famille politique pour qu'elle soit rassemblée. Et Christian, grâce à ton impulsion, les Républicains que nous sommes, et vous avez beaucoup participé à cela, ont produit sous la coordination d'Olivier Marleix, de Christine Lavarde, un projet puissant qui restera pour nous tous, pour moi en tout cas, le socle de notre projet pour la France. Merci aussi à Daniel Fasquelle pour avoir redressé les comptes de notre mouvement. Donc, à mon tour, je voudrais, Christian, te dire personnellement, et si je ne le pensais pas, je ne te le dirais pas, un mot personnel de remerciement pour la solidité que tu as démontrée et qui a été communicative pour notre mouvement. Chers amis, j'étais à vos côtés hier, je l'ai toujours été, je le suis aujourd'hui, adhérent, militant, comme chacun et chacune d'entre vous. Mais aussi comme Nicolas Sarkozy, qui, en dépit des épreuves, n'a jamais quitté notre parti. Ceux qui l'ont abandonné par tactique personnelle, souvent, pour aller rejoindre le pouvoir, notamment, nous ont fragilisés. Mais grâce à vous tous, nous avons tenu. Mieux, nous avons gagné les municipales, les régionales, les sénatoriales, les élections départementales, les législatives partielles. Et encore cette semaine, le relais réussi, très réussi grâce aux maires, à nos maires, entre François Baroin et David Lisnard. Voilà. Et dans cette introduction de remerciements, je voudrais dire un mot particulier et personnel à Valérie Pécresse, à Éric Ciotti, à Philippe Juvin, à Xavier Bertrand pour l'esprit de cette compétition
le respect, le dialogue. Nous en avons besoin, nous en aurons besoin, puisqu'il est clair qu'au lendemain de cette élection, qui sera celle des militants, le temps des militants qui doit être respecté, c'est eux et personne d'autre, ni les sondages, ni les rumeurs, ni les petites phrases qui feront l'élection, ce sont les militants. Au lendemain de cette élection, le 4 au soir, nous allons nous retrouver, nous devrons nous retrouver. Une seule équipe, un seul projet, un projet pour la France, le projet de la droite républicaine et du centre que nous porterons aux élections présidentielles. Voilà, je voudrais à tous les quatre leur dire mon respect et l'engagement que j'ai pris dans toutes mes réunions et que je confirme devant vous de tout faire pour que cette réunion de ces candidats et avec eux de tout le parti soit solide, durable et convaincante. Mes chers amis, je connais votre attente, qui est légitime, après 10 ans du couple Hollande-Macron, qui a causé tant de tort à la France. Nous en avons assez. Et le temps est venu de réparer notre pays. Je dis réparer parce que les dégâts sont considérables. Vous ne voulez plus, nous ne voulons plus analyser de celui qui a reculé dès le début de son mandat face aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes, de celui qui a laissé prospérer le désordre, de celui qui considère qu'il n'existe pas vraiment de culture française, du premier président qui n'a pas été en mesure de conduire à bien la réforme des retraites. Nous avons vu ce qu'il en coûte à la France d'être soumise à cet exercice solitaire, très solitaire, du pouvoir. Une France fracturée, des Français souvent ignorés, un Parlement marginalisé et des syndicats laissés de côté. Pas un jour ne se passe sans que des faits de délinquance majeure ne provoquent la colère ou l'effroi de nos compatriotes. Pas un jour sans qu'une centaine de policiers, de gendarmes, de pompiers, d'élus ne soient agressés dans l'exercice de leurs fonctions au service de notre sécurité, de notre protection. Voilà les symptômes de l'effondrement de l'autorité de l'État, de ce que j'ai appelé, de ce que je considère être le grand déclassement de notre pays. Emmanuel Macron n'a pas compris la France, ni les Français. La taxe sur les carburants n'a été d'ailleurs qu'une illustration d'une vision punitive de l'écologie, ce n'est pas la mienne. Nous savons la souffrance de ceux qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Pour satisfaire ses alliés verts, on a sacrifié Fessenheim, mettant en péril notre industrie nucléaire qui nous permet pourtant de produire souverainement une électricité décarbonée beaucoup moins chère qu'en Allemagne. Au fond, Emmanuel Macron a été élu en renversant la table, disait-il. En 5 ans, il n'a fait que fragiliser la France. Emmanuel Macron avait été élu pour faire des réformes. Il n'aura donné que des leçons. En dépensant l'argent public, sans compter, Emmanuel Macron ne fait preuve d'aucune sorte d'héroïsme. Il est en revanche responsable d'endetter la France, sans égard pour nos enfants, nos petits-enfants, qui devront tôt ou tard faire face à la remontée des taux d'intérêt. Les années qui viennent de s'écouler nous l'ont montré. Je ne crois pas qu'on puisse s'improviser président de la République. Et donc, puisqu'il faut changer de politique, et c'est notre volonté et c'est notre ambition, il faudra changer de président. Chers amis, je me présente devant vous tel que je suis. Je n'ai pas de plan de carrière, mais un plan de bataille. Je vous propose une autre méthode. Je propose une autre méthode. Je crois depuis très longtemps en la morale collective de l'action qu'évoquait Georges Pompidou dans son livre « Le nœud gordien ». Dans chacune de mes responsabilités, j'ai toujours veillé à créer le collectif. Aujourd'hui, je suis prêt et je suis préparé. Je sais ce qu'il faut changer et je sais comment nous allons changer. Je n'ai rien oublié de tout ce que j'ai appris, et j'ai beaucoup appris, j'ai encore d'ailleurs beaucoup à apprendre, de tout l'un de mes responsabilités, d'abord en Savoie, comme jeune conseiller général, président pendant 17 ans de ce département, avec de grands projets, de plus petits. À 4 reprises, j'ai eu l'honneur d'être membre du gouvernement de notre République, sous l'autorité de Jacques Chirac d'abord, et de Nicolas Sarkozy ensuite. Et puis, dans ses responsabilités internationales et européennes, d'apprendre que notre pays est un grand pays, qu'il doit faire l'effort
au-delà de la volonté de le rester. Pour cela, il faut chaque jour veiller, plus que ça n'a été fait depuis 10 ans, à l'influence de notre pays et à sa capacité de peser sur le monde et sur l'Europe. À chaque fois, j'ai cherché des résultats avec opiniâtreté, pour reprendre un mot qui t'est cher, et avec ténacité. J'ai aussi mesuré à quel point la France était bloquée et combien et sur quoi l'Europe doit être changée. Au moins je sais ça, après 5 années d'une négociation difficile avec les Britanniques. Et je sais aussi que si nous ne changeons pas ce qui doit l'être à Bruxelles et en Europe, alors il y aura d'autres Brexit. Voilà, je vous le dis avec fermeté et conviction, nous protégerons notre culture, nous protégerons nos modes de vie attaqués au quotidien, nous assumerons notre histoire, toute notre histoire, sans nous excuser et sans repentance. Nous mettrons progressivement fin aux zones de non-droit, pour reprendre un mot que Nadine Morano, qui doit être ici, a dénoncé très très tôt. Nous livrerons une guerre sans merci contre le terrorisme et contre ceux qui propagent un islam politique et radical qui gangrène notre société. Nous interdirons le port du voile à l'université et dans le périmètre de nos services publics. En France, chers amis, chers compagnons, on ne soumet pas les filles, on ne soumet pas les femmes. Elles sont libres, elles sont les égales de l'homme. C'est tout simplement notre Constitution et nos valeurs. Nos compatriotes sont à bout de vivre l'insécurité partout, les rodéos, les réponses pénales insuffisantes, l'immigration devenue trop nombreuse et qui ne permet plus désormais ni l'intégration ni l'assimilation. Ce sont des préalables. Tu as dit, Annie, qu'on en parlait beaucoup. Je pense en effet qu'on en parle beaucoup, mais parce que ce sont les sujets les plus graves. Il y a tout le reste. Et pour moi, ce sont les préalables qui permettront, si nous traitons correctement et rapidement ces questions de sécurité, d'autorité de l'État, d'immigration maîtrisée, les préalables qui permettront de retrouver la sécurité, la sérénité, la tranquillité dont les Français ont envie et besoin, et nous permettront aussi d'engager très vite, immédiatement, avec plus de force et de sérénité, la reconstruction sur tous les autres sujets où il y a tant à faire. Le travail et le mérite plutôt que l'assistanat, le pouvoir d'achat, l'ascenseur social qu'il faut faire redémarrer, l'éducation et la santé, la famille et les retraites, naturellement l'accueil des personnes handicapées et la culture dont tu as parlé. Et puis aussi ce sujet qui pour moi est fondamental. Dès l'instant où on décide d'être européen, en plus d'être patriote et d'être actif dans les institutions internationales, l'influence française qui ne se décrète pas et qui ne tombe pas du ciel. Chers amis, les Français méritent d'être respectés. C'est le sens de ma candidature. Je respecterai les Français et je ferai respecter la France à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, par ceux qui ne la respectent plus, ni les lois de la République. Je n'accomplirai qu'un seul mandat, c'est le bon sens et la raison, avec des priorités claires et des résultats, mais toujours avec le souci de la transmission, qui a toujours été le mien. Et donc un seul mandat, ça veut dire que c'est un premier mandat que doit être confié à notre famille politique et il faudra ensuite, et je ferai cela, préparer les relais et la transmission. Pour faire leur choix en conscience, les Français n'ont pas besoin, me semble-t-il, qu'on leur propose un catalogue de mesures techniques ou impossibles à mettre en œuvre. Ils ont besoin d'un cap clair. Ce cap clair, je vous le propose autour de 3 grandes priorités. Je vous l'ai dit, je le redis, nous y reviendrons dans notre dialogue. La première d'entre elles, c'est le rétablissement de l'ordre grâce à un électrochoc d'autorité. Nous ferons en sorte que soient appliquées des sanctions fermes et rapides après et dès le premier délit, et que ces sanctions soient immédiatement exécutées. Plus de juges, la double peine, des peines planchées, de nouvelles places de prison et 4 fois plus de places en centres éducatifs fermés. Il faut en finir, nous en finirons avec l'impunité. La deuxième priorité, le second préalable, c'est évidemment de mettre un coup d'arrêt à l'immigration devenue incontrôlable.
En ce qui me concerne, je n'ai jamais fait partie de ceux qui jugeaient, par exemple, Laurent Wauquiez trop à droite à ce sujet. Pour porter un coup d'arrêt à l'immigration, mieux intégrer et mieux accueillir ceux que nous voulons accueillir de manière plus digne, et faire en sorte que la part des étrangers dans notre population cesse d'augmenter, commence même à se réduire, nous restreindrons drastiquement le regroupement familial qui est devenu une filière d'immigration. Nous supprimerons l'immigration sociale avec la fin de l'aide médicale d'État sauf l'urgence. Et pour cela, les Français seront consultés à l'automne par référendum, un référendum dont les termes seront proposés par nos candidats aux élections législatives dès le mois de juin. Ils trancheront alors, le peuple tranchera 5 points sur l'immigration, des quotas votés par le Parlement chaque année, un bouclier constitutionnel pour reprendre le contrôle que nous avons perdu en laissant s'empiler des jurisprudences nationales et européennes toujours plus favorables aux étrangers. Le deuxième point portera sur l'état de nécessité antiterroriste qui sera inscrit dans la Constitution. La suppression du droit de sol à Mayotte et en Guyane. L'inscription dans l'article 1 de la Constitution du principe important proposé par Philippe Bas au Sénat et par les sénateurs, cher Bruno, selon lequel nul ne saurait se prévaloir de sa religion ou de son origine pour se soustraire à la loi commune. Et nous refondrons notre relation avec les pays d'émigration en conditionnant l'aide au développement dont ils ont besoin, et c'est aussi notre intérêt, à leur décision d'accepter à nouveau, de réadmettre les étrangers chez nous, qui sont leurs citoyens et ne voulons plus chez nous. Avec aussi, dans cette coopération, un axe important qui est la lutte contre les trafics d'hommes, de femmes, d'enfants, la lutte contre la drogue. Voilà. Ma troisième priorité, si vous le voulez bien, sera celle de rétablir le sérieux budgétaire et de miser sur la production. Permettez-moi de rendre hommage à nos fonctionnaires, aux militaires, à tous les fonctionnaires. Nous en connaissons tous, nous en comptons tous dans nos familles. Je ne fais pas partie de ceux qui les considèrent simplement comme des chiffres. Et comme celles et ceux qui sont notre première ligne de défense dans la vie quotidienne pour notre protection et pour faire face aux crises. Je ne les considérerai pas comme une variable d'ajustement en campagne électorale. Et je ne m'inscris donc pas dans un concours pour savoir lequel d'entre nous promettra le plus de suppression de postes. Tellement de candidats ont proposé de supprimer des postes de fonctionnaires pour ne jamais le faire. Nous avons besoin d'un État souple, réactif, capable de réduire les effectifs là où ils sont excessifs, de les augmenter là où ils sont nécessaires, par exemple dans tous les domaines régaliens, dans celui de la santé, de l'éducation, de la justice. J'estime que nos fonctionnaires et nos militaires doivent être mieux payés. Pour cela, nous devrons faire des économies en luttant enfin sérieusement contre la fraude fiscale et sociale. Nous instituerons et nous demanderons pour cela aux Français de faire l'effort de changer chacun et chacune leur carte vitale pour faire une vérification biométrique de tous ceux qui ont le droit ou qui n'ont pas le droit à des services d'assurance santé. Nous devons faire des économies en luttant pour les bonnes pratiques. Beaucoup d'entre vous sont maires, élus régionaux et départementaux. Je pense dans la région qui est la mienne, celle que dirige avec autorité Laurent Wauquiez, à la capacité qu'il a eue, avec son équipe, de réduire les dépenses de fonctionnement sans diminuer la qualité du service public. L'hôpital de Valenciennes, que vous connaissez, tourne seulement avec 5% de personnel administratif. C'est donc possible. Nous devrons faire aussi un ménage méthodique qui prendra du temps pour lutter contre ce délire bureaucratique des normes et des standards qui accablent nos créateurs, nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, nos entrepreneurs. Voilà. Chers amis, l'argent magique n'existe pas et le pouvoir d'achat ne se décrète pas. C'est en travaillant davantage, en produisant davantage et mieux, en investissant davantage en France que nous accroîtrons notre niveau de vie.
Dans notre pays, les impôts, les charges, les taxes représentent 60% du chiffre d'affaires des entreprises contre 40% chez nos voisins. Et la France s'impose une concurrence déloyale par son niveau d'imposition délirant et par une application différenciée toujours plus défavorable pour nos agriculteurs, nos entrepreneurs, des directives européennes. Voilà. Pour la réduction des dépenses de fonctionnement, nous financerons un choc de production en divisant par 2 les impôts de production, en baissant les charges sur les salaires intermédiaires, parce que je crois à une économie des bons salaires. Le premier emploi d'un jeune sera exonéré de toutes ses charges pour les 3 premières années et nous atteindrons le chiffre de 800 000 apprentis. Ce que nous voulons pour notre pays, c'est une politique familiale reconstruite qui a été méthodiquement démolie par Hollande et Macron. C'est aussi du travail plus que l'assistanat. Voilà. Chers amis, j'ai enfin toujours eu une conviction, au fond de moi-même, depuis mon tout premier engagement, c'est que la cohésion sociale, c'est un levier, c'est un moteur de la compétitivité. Le combat pour l'homme, ce sont les mots qui sont inscrits sous la Croix de Lorraine à Colombey, où nous étions tous ensemble l'autre jour, la participation et l'intéressement des travailleurs. Ainsi, nous retrouverons notre rang et nous deviendrons, comme je le crois possible et nécessaire, la première puissance économique et agricole d'Europe dans 10 ou 15 ans, la première puissance décarbonée. Voilà. Je vais conclure en me laissant maintenant le temps pour vous de poser des questions, de m'interroger, de m'interpeller. Je vous répondrai sincèrement. Dans cette famille politique, la nôtre, où j'ai toujours été fidèle, je rassemblerai les Français. Oui, je serai un président sérieux, très sérieux, parce que la présidence de la République, c'est quelque chose de très sérieux. Aujourd'hui, je veux m'adresser à chaque Français, et en particulier aux plus jeunes, qui veulent croire en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, car au-delà de nos petites différences, ou de nos divergences quelquefois, il y a la France. Aujourd'hui, je veux m'adresser à chaque Français, prêt à se retrousser les manches pour son pays. Il n'y aura pas de baguette magique, il y aura seulement un sursaut collectif. Retrouver le bonheur, retrouver la fierté d'être Français, écrire une nouvelle page de l'épopée de notre patrie, c'est notre cap. J'ai plus que jamais besoin de vous, c'est aussi le sens de ce message, pour être, grâce à vous et avec vous, un président qui respectera les Français et qui fera respecter la France. Merci de votre attention.